En manchette aujourd'hui, Alain Gagnon en désaccord avec les moyens de pression syndicaux exercés lors du dernier conflit à Rio Tinto-Alcan et les organisateurs des Jeux du Québec inaugurent la centrale administrative Hydro-Québec au cégep de Jonquière. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce web journal du mercredi 27 février. Le président du syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida, Alain Gagnon, s'est dit en désaccord avec les moyens de pression exercés par les travailleurs de Rio Tinto-Alcan lors du lockout à l'usine d'Alma l'année dernière. Charles-Antoine Gagnon, c'est le message qu'il a transmis ce matin devant les membres du cercle de presse du Saguenay. Oui, exactement, Lauriane. Monsieur Gagnon était présent au cercle de presse ce matin, au cercle de presse du Saguenay ce matin. Donc, il a livré un message au courant duquel il a pris la parole concernant le conflit à l'usine de Rio Tinto l'année dernière, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il en croyait? Lui, en fait, il aurait arrêté la production tout simplement pendant le conflit, ce qui aurait eu pour conséquence de justement avoir un moyen de pression supplémentaire du côté des travailleurs qui étaient alors en lockout. Je vous invite d'ailleurs à écouter Monsieur Gagnon à cet effet. On a beau haïr le contexte des étudiants, là. On a beau les aimer, pas les aimer, là. Mais au moins ils se sont fait voir, ils ont pété un revers, ils ont pété une bite, calice. Ils ont fait de quoi? Quand on arrive en lockout, là, on sort pas d'une usine en laissant marcher l'usine. Hein? Nous, en 2004, quand on a pris possession de l'usine, on l'a occupé l'usine, puis l'ancien meute a essayé de rentrer, puis elle n'a jamais rentré. Il faut le faire, ce qu'il a fait. Et Charles-Antoine, quels sont les prochains défis qui attendent l'usine d'Arvida? En fait, Lauriane, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie présentement est précaire. M. Gagnon croit que la crise économique qui a lieu actuellement est plus importante que celle qu'il y a eu en 2009. Donc, c'est important. Il y a beaucoup de spéculation à l'échelle mondiale aux côtés de l'aluminium. La Chine qui en produit énormément, qui en possède donc énormément également. Donc, pour ce qui est de l'offre et la demande, en ce moment, l'offre est beaucoup plus grande que la demande, donc ce qui fait un peu varier le prix de l'aluminium. Donc, M. Gagnon est confiant qu'il va y avoir une solution à ce conflit. Donc, il espère pouvoir en parler avec justement les différents paliers de gouvernement. Et c'est ce qu'il souhaite. Je vous invite à l'écouter de nouveau. Je ne fais pas de politique, je me sers de la politique. Les gens sont assez adultes pour nommer le monde qu'ils veulent, mais un coup qu'ils sont là, c'est mes représentants. Que ça soit un M. Roux, un M. Bleu, un M. Vert, là, il a été élu. On se doit de s'asseoir et de trouver des façons que notre région rayonne. Ça, c'est la première prémisse. Et d'impliquer du monde comme nous autres dans cette étape-là, ça serait majeur. Et Charles-Antoine, rapidement, 2 des 6 salles de cuve présentement en fonction devront fermer d'ici la fin de l'année. Oui, exactement. Donc, M. Gagnon souhaite que la transition vers le centre AP60, donc on ne parle pas d'une fermeture, mais plutôt d'un déplacement des employés. Donc, on espère du côté de M. Gagnon que ça se passe en douceur. Je vous remercie, Charles-Antoine. Au revoir. Le recteur de l'UQAC, Martin Gauthier, et les dirigeants des 4 cégeps de la région se disent satisfaits de la décision du gouvernement marois d'indexer les droits de scolarité de 3 % par année, décision qui a été prise lors du sommet sur l'enseignement supérieur. M. Gauthier pense que les coupes de 5 millions réalisées sur 2 ans à l'UQAC sont nécessaires et que c'est ce qui pourrait représenter une solution à long terme. Le président de la Fédération québécoise des municipalités, Bernard Généreux, défend la position du gouvernement marois quant à l'organisation des conférences régionales des élus. M. Généreux pense qu'après 10 ans, il est nécessaire de refaire le bilan pour en arriver à des ajustements. Il est actuellement le seul à défendre cette position sur l'avenir des CRE. Certains élus croient que la première ministre cherche ultimement à les faire disparaître. La firme de construction Technico poursuit Ville-Saguenay pour 1 million de dollars. Francesca Hébert, que lui reproche Technico exactement? Eh bien, en fait, Lauriane, la principale raison qui est évoquée, c'est le non-respect des interdits qui avaient été mis au départ lors des plans de construction de la bibliothèque Saguenay. Entre autres, on y retrouve l'interdit d'utilisation des coffrages de style Duraform et pourtant, quelques heures seulement après l'ouverture des chantiers, on y voyait apparaître ce type de matériel. Alors, c'est ce qui lui est reproché. Notons également que l'usine de construction Technico avait terminé bon deuxième lors de la partie
lors de la soumission pour les plans de construction de la bibliothèque, ils avaient un écart de plus de 50 000 $ comparativement à Unibec, l'usine de Dolbeau-Mistassini. Et ils estiment que s'ils savaient qu'ils pouvaient utiliser ce matériel, eh bien, c'est eux qui auraient octroyé ce contrat. Donc, pour cette raison, ils estiment qu'ils ont essuyé une perte de profit de 1 million de $. Et c'est pourquoi ils poursuivent, en fait, la ville de Saguenay pour ce montant exactement. Et Francesca, pourquoi le coffrage d'Araform était-il interdit? Eh bien, la principale raison, en fait, qui est évoquée, c'est vraiment l'esthétique, parce que selon les gens de l'usine, ils disent qu'en fait, c'est beaucoup moins beau, ça va laisser des lignages à l'extérieur. Alors, pour cette raison-là, la Ville avait choisi de mettre le tout de côté, mais c'est également un matériel qui est excessivement moins cher. Alors, c'est un item qui avait été interdit au départ, mais ce n'est pas le seul. Par exemple, on parle également de la teinture. La teinture devait être faite en usine et c'est pourtant fait sur le chantier. Alors, on écoute Maître Quentin, l'avocat de Technico-Sciences, à ce sujet. Et aussi, il y avait un problème au niveau, contrairement aux plans et devis, l'isolation était effectuée par l'extérieur des murs, contrairement aux plans et devis qui prévoyaient une isolation par le centre des murs. Alors, ces deux items-là totalisent environ un différentiel de 125 000 $. Et vous aviez aussi là, un autre item qui contrevient carrément aux plans et devis, c'est la teinture de la charpente de bois lablé qui devait se faire en usine, alors que vraisemblablement, ces travaux-là se feront sur le chantier. Rapidement, Francesca, que pense le maire de cette situation? Eh bien, pour le moment, il s'est abstenu de tout commentaire. Il a choisi la voie du silence et n'a pas commenté la situation. Merci, Francesca. Ça fait plaisir. Une manifestation se déroulait aujourd'hui à Roberval au bureau du ministre conservateur Denis Lebel. La présidente régionale du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Brigitte Claveau, en a profité pour rappeler que les changements apportés par les conservateurs au régime de l'assurance-emploi affaibliront l'économie régionale tout en appauvrissant davantage les plus précaires. Plus de la moitié des 2000 membres représentant la SFPQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Charlevoix et Haute-Côte-Nord sont des travailleurs saisonniers. Les changements apportés par les conservateurs forceront les travailleurs à accepter des emplois à 70 % de leur salaire et à se déplacer jusqu'à 1 heure de route pour aller travailler, sans quoi ils se verront privés de chômage. À moins de 2 jours du début des Jeux du Québec, à Saguenay, les organisateurs sont sur le qui-vive pour les derniers préparatifs. Ma collègue Marie Vignola s'est entretenue avec le directeur général adjoint des ressources humaines et des communications des Jeux, Jacques Raymond. Bonjour, M. Raymond. Bonjour, Marie. Alors, comment vont les préparatifs pour les Jeux à la veille de la compétition? En fait, là, on est au dernier point. On est au blitz final. Dans chacun des secteurs, les gens s'occupent à réaliser le préparatif final. Par exemple, aux cérémonies au Centre Georges Vézina, sont en compléter toute l'installation des différents ponts de montage. Puis demain après-midi, ils font leur première, ces gens-là. À la centrale administrative, alors on a déménagé hier du pavillon Manicouagan et on a investi le cégep de Jonquière qui devient la centrale administrative. Alors, les gens sont en train de finaliser ça parce que dans quelques minutes, les missionnaires des différentes régions envahissent aussi la centrale administrative. Tout le monde est déployé sur le terrain. C'est une vraie fourmilière. C'est une ruche d'activité, d'animation. Et puis, après un an de préparation comme ça, est-ce que vous vous sentez fin prêt là, pour les grands Jeux du Québec? En fait, oui, on est sûrement prêt. On a hâte que finalement, ils mettent la rondelle sur la glace pour qu'on commence à jouer. Mais on s'attend à ce qu'il y ait toujours des événements, des pépins. Ça se peut pas que dans toute une aventure comme celle-là, qu'on ait tellement tout pensé qu'il n'arrive plus rien. Mais on est prêt à relever ce défi-là. Je dois vous dire qu'il y a à peu près 3 semaines, on était 2000 bénévoles inscrits aux Jeux du Québec. Au moment où on se parle, on est rendu 4500. Ça veut dire qu'en l'espace de 3 semaines, il y a 2500 citoyens de Saguenay supplémentaires aux 2000 qu'on avait déjà qui se sont greffés à notre organisation. C'est comme phénoménal. C'est certain qu'au moment où on se parle, quand tout le monde arrive à la dernière minute comme ça, puis on ne blâme pas personne, ça fait un peu comme quand vous arrivez le 24 décembre à 5h moins quart pour aller magasiner, puis vous dites, bien, il ne reste plus rien, puis là, c'est la cohue générale. Alors, on vit un peu ça, mais on tente d'accommoder tout le monde, puis on demande comment je pourrais vous dire ça, on demande la compréhension de nos bénévoles. On va régler ça dans les prochaines heures ou prochains jours.
Et puis, avec la difficulté, justement, que vous avez eu à trouver des bénévoles, maintenant, est-ce que vous trouvez que vous en avez suffisamment? Suffisamment, je vous dirais oui, à 4 500. Vous voyez, quand on projette une finale des Jeux, on pense qu'à 4 000 bénévoles, on y arrive. Je vous dirais que ça dépend quand même du nombre d'heures que le bénévole va vous donner. Quand on calcule 4 000 bénévoles, ce sont des gens qui assument 2 quarts de travail de 4 heures. Si on a des bénévoles qui sont là toute une semaine, ça diminue le nombre de bénévoles. Là, on est à environ 4 500. Et finalement, ce qui va arriver, c'est que les gens vont être moins épuisés au terme des Jeux que s'il y avait eu été 3 000 pour réaliser tout ça, il aurait fallu qu'ils mettent plus de temps et plus d'énergie, donc plus de fatigue. À 4 500, on va faire des Jeux, je vous dirais, pas relax, mais dans une belle quiétude. OK. Et qui s'occupe de gérer tout ça, ces bénévoles-là? Est-ce qu'il y a plusieurs équipes? Comment c'est organisé? En fait, le secteur ressources humaines, dans son service à lui, il y a un secteur qui s'appelle recrutement-gestion des bénévoles. Il y a un secteur aussi qui s'appelle accréditation. Donc, il y a un groupe qui recrute, il y a un groupe qui accrédite. Puis, dans chacun des 40 secteurs des Jeux, il y a un responsable RH qui communique avec le bénévole pour lui donner son horaire de travail, son lieu de travail, à quel endroit il faut qu'il se rende pour prendre sa carte, pour aller chercher son chandail de bénévole. Alors, c'est déjà là, encore là, une manne de gens qui gèrent tout ce département-là. Et un responsable RH, c'est le responsable des ressources humaines, j'imagine? Vraiment pas. Je vais essayer d'être plus clair. Au sein du service des ressources humaines, il y a le secteur recrutement des bénévoles. Et dans chacun des secteurs des Jeux, je vous donne un exemple, l'alimentation, le transport, la sécurité, il y a un responsable RH qui, lui, communique avec les gens qui ont voulu être, par exemple, en alimentation et qui leur dit « Aujourd'hui, tu travailles au cégep de Jonquière entre 4 heures et 8 heures, par exemple. » Et puis, mis à part les bénévoles, combien pensez-vous qu'il y a de personnes qui ont participé, qui ont travaillé sur les Jeux du Québec depuis 1 an? Je vous dirais que depuis 1 an, il y a environ 250 bénévoles qui sont là presque en permanence, alors qu'ils font partie de l'équipe d'organisation des Jeux. Aujourd'hui, on est rendu à 45 employés. Puis, graduellement, il s'ajoute des bénévoles. Donc, je vous dirais qu'au terme de tout ça, il va y avoir eu 4 600, 4 700 personnes qui vont avoir œuvré à l'organisation des Jeux, à rendre tout ça possible. D'accord. Et puis, pour ce qui est de la vente des billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, comment ça se passe? Je dois vous dire qu'il y a une vente de fait organisée par Diffusion Saguenay. Les billets ont été mis en vente jeudi dernier, le 21, et en l'espace de 2 heures, les billets avaient tous trouvé preneur. Aujourd'hui, on sait que le Centre Georges Vézina, tant la cérémonie d'ouverture et de clôture, ça va être salle comble, mais il faut dire qu'à l'intérieur de ça, on donne des billets quand même à nos partenaires, partenaires d'affaires, partenaires institutionnels. La Ville en a acheté quand même 500 pour chacune des 2 cérémonies qui ont fait tirer parmi la population de Saguenay. Alors, des billets, quelqu'un qui en cherche malheureusement, ils ont tous trouvé preneur. Et puis, en terminant, qu'est-ce que vous espérez pour les Jeux? Quel est votre plus gros souhait? Je vous dirais, je parle même pas de température, parce que je vous dirais que dans les Jeux d'hiver comme ça, il y a 2 activités qui se tiennent à l'extérieur, qui sont le ski de fond et le ski alpin. Alors, je vous dirais, j'espère que la température va être bonne pour ces 2 activités-là. Moi, ce que je souhaite, c'est que la population, je vous dirais que la réceptivité de la population quant à son adhésion pour être bénévole, si on a la même chose des citoyens qui disent on va aller voir ces Jeux-là, ça serait comme phénoménal. Vous savez, ces jeunes-là, ils viennent de partout dans le Québec. C'est les espoirs de demain. On n'aurait qu'à penser à Jean-Luc Brassard, on n'aurait qu'à penser qu'à Alexandre Despatie. Ce sont des jeunes qui ont passé par les Jeux du Québec avant d'être des figures de proue sur la scène mondiale. Alors, je vous dirais, venez voir ces jeunes-là, venez les encourager. Je pense que c'est le souhait le plus cher qu'on peut avoir. Et en terminant, je vous dirais, il y a un feu d'artifice qui va avoir lieu le 2 mars, alors au Vieux-Port. Je dirais à la population, regardez, c'est un beau moment pour s'intégrer à toute la communauté ou toute la grande famille des Jeux. Merci, M. Raymond. Ça fait plaisir, Marie. C'était Jacques Raymond, directeur adjoint des ressources humaines et des communications pour les Jeux du Québec. L'entrepreneur en construction Fernand Gilbert écope d'une amende de 165 000 $ en vertu de la loi sur les pêches. Il a plaidé coupable le 31 janvier dernier d'avoir causé des dommages à l'habitat du poisson de plusieurs ruisseaux et d'une rivière dans la réserve faunique des Laurentides. Les dommages auraient été causés lors de travaux de réfection sur la route 175.
C'est aujourd'hui que le comité organisateur des Jeux du Québec inaugurait la centrale administrative Hydro-Québec qui a été aménagée au cégep de Jonquière. Jasmin Dumas, l'aménagement du cégep a complètement été transformé pour les besoins de la cause. Oui, Lauriane, le cégep de Jonquière et notamment les Pas perdus ont été littéralement pris d'assaut par le comité organisateur des Jeux du Québec. Tout était fin prêt cet après-midi pour recevoir les délégations de partout au Québec. Regroupées ensemble au centre du pavillon principal, chaque région aura à sa disposition un espace pour gérer la logistique et les communications. Aussi, les bureaux de la Direction générale des Jeux ont quitté le pavillon Manicouagan, là où ils étaient installés depuis 2 ans, pour prendre place maintenant, eux aussi, à la centrale administrative. Déjà mercredi après-midi, une première délégation est arrivée pour prendre possession de leur espace. Bien, je dois te dire que je suis très surpris de pas mal des choses de l'accueil ici, surtout à la centrale administrative également. Les gens sont gentils, c'est beau, fait que ça inaugure bien pour les Jeux. Le cégep de Jonquière sera donc le cœur des Jeux, une belle opportunité pour l'institution de faire ses preuves. Pour le cégep, c'est d'abord de montrer ce qu'on est capable de faire. C'est une mobilisation, je vous dirais. C'est la mobilisation de toute la communauté collégiale. Les étudiants des Gaillards étaient là hier très tard à déménager et à installer. Les étudiants d'ATM qui vont suivre les Jeux. Et tous les enseignants, les personnels de soutien professionnel qui collaborent. Pour le président du comité organisateur des Jeux, Marc Fortin, le succès de l'événement passe par l'excellent climat de travail qui règne dans l'équipe de bénévoles. On a une équipe plaisante. On a une équipe dans laquelle il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de taponnage. On essaie de régler. On sait qu'on travaille pour les jeunes, puis c'est un gros projet de société, puis c'est un projet, dans le fond, qui est rassembleur pour toute la collectivité saguenayenne. Jasmin Dumas, ATM Nouvelles, Saguenay. La Gendarmerie royale du Canada procède actuellement à des perquisitions à Saguenay à la suite d'un attentat à la bombe survenu en 2010 dans un centre de recrutement des Forces armées canadiennes à Trois-Rivières. L'enquête menée depuis l'incident a aussi conduit à d'autres perquisitions à Montréal, à Saint-Hubert et à Sainte-Thérèse. Et David Rioux, du côté des sports, il y a beaucoup de hockey dans l'actualité. Oui, en effet, Lauriane. Et tout d'abord, les élites de Jonquière ont signé une importante victoire de 5-2 face aux Grenadiers de Châteauguay hier soir au foyer des loisirs. Pour cette première rencontre éliminatoire de deuxième tour à domicile en plus de 7 ans, notre journaliste Nicolas Tremblay a assisté à la rencontre. Voici son compte-rendu. Les nombreux partisans qui ont assisté au match d'hier ont eu le droit à du jeu solide de la part des élites. Dès les premières minutes, l'intensité des joueurs de Danny Fortin tranchait nettement avec le jeu qu'offraient les Grenadiers. Même s'ils ont eu les meilleures chances de marquer, les élites ont toutefois accordé le premier but à Jérémy Bouchard des Grenadiers en avantage numérique. Les élites sont toutefois revenus de l'arrière 2 fois dans le match pour finalement sceller l'issue de la rencontre avec un but dans un filet désert, au grand soulagement de leur entraîneur-chef. On savait que ça allait être un match difficile où il allait falloir quand même faire des belles choses aujourd'hui parce que les joueurs ont montré du caractère. On a été intense, on a continué à bouger nos pieds puis à frapper l'adversaire. Puis ça a été des moments importants dans le match. Il faut toutefois souligner la performance du gardien des Grenadiers, Étienne Monpetit. Même s'il a accordé 5 buts dans la défaite, il a fait face à 45 lancés et il a été le meilleur joueur de son équipe en arrêtant notamment de nombreuses occasions de marquer. Mentionnons aussi la mise en échec dangereuse d'Evan Scott alors qu'il restait moins d'1 minute à la rencontre. Il a violemment frappé Marc-François Bernier alors que le jeu était arrêté. Le joueur des élites est resté tendu. C'est un coup en fin de match qui n'a pas lieu d'être. Fait qu'on va visionner la vidéo comme il faut avant de prendre une décision à ce sujet-là. C'est sûr qu'on espère que Marc n'est pas blessé trop gravement. Je pense que c'est plutôt un choc. À mon avis, on va voir si c'est une commotion cérébrale, mais s'il n'y a pas de commotion, je pense qu'il va être là demain. Les élites n'auront pas le temps de se reposer. Ils jouent dès demain soir à 19h30 au foyer des loisirs. C'était Nicolas Tremblay, ATM Nouvelles, Jonquière. Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, en a surpris plus d'un hier soir en procédant à sa première transaction majeure, échangeant son ailier de puissance Eric Cole en retour de Michael Ryder et un choix de 3e tour. C'est donc dire que le choix de 8e ronde du Canadien en 1998 revient au bercail avec 14 points en 19 matchs cette saison.
Le nouveau venu, qui reprendra d'ailleurs son numéro 73 de l'époque, sera en uniforme dès ce soir à Toronto face aux Maple Leafs. De son côté, René Bourque ratera un 3e match de suite et sera à l'écart du jeu pour une période indéterminée, souffrant d'une commotion cérébrale. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Un dicton bien connu que les Sags ont appris à leurs dépens hier à Québec face aux Remparts. Les Bleus ont accordé 3 buts dans les 10 premières minutes de la rencontre. Malgré une belle poussée de 2 filets en deuxième période, c'était trop peu trop tard pour les hommes de Marc-Étienne Hubert qui s'incline 5-3. Il s'agit d'une 10e défaite lors des 12 dernières rencontres pour Chicoutimi. Les Saguenayens seront de retour en action sur la route dès demain, alors qu'ils affronteront coup sur coup les Voltigeurs de Drummondville et les Cataractes de Shawinigan dans leur dernier droit de la saison. Et c'était soirée de basketball hier à Chicoutimi. Les gaillards masculins du cégep de Jonquière sont repartis avec la victoire importante au compte de 78-73 contre les Cougars du cégep de Chicoutimi, ce qui leur assure une place aux qualifications de l'Est le 23 mars prochain à Trois-Rivières. Et du côté féminin, le premier rang de la division Nord-Est s'annonce comme une lutte à finir. Les gaillards ont resserré le duel pour la tête du classement en encaissant une défaite de 44-53 contre Chicoutimi, leurs rivaux de toujours. Voilà, Lauriane, beaucoup d'action et beaucoup de hockey ce soir. Merci, David. Et à la météo, Simon Leblanc, le temps doux se poursuit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, en effet, Lauriane, le temps doux qui se poursuit, mais la neige se mettra de la partie ce soir à Saguenay avec 2 cm d'accumulation. Ce sera nuageux et un petit peu de poudrerie avec des rafales de 50 km/h, donc prudence sur la route avec la visibilité. En ce qui concerne la nuit de jeudi, il y aura de la neige, 5 cm d'accumulation et de la poudrerie par endroits le matin très tôt et en après-midi. Des rafales de 50 km/h également de ce côté. Et du côté du Lac-Saint-Jean, pour ce soir et cette nuit, ce sera nuageux. Il y aura de la neige aussi avec 2 cm d'accumulation et des vents de 20 km/h cependant et un minimum de moins 4 degrés Celsius. En ce qui concerne la journée de jeudi pour le Lac-Saint-Jean, il y aura de la neige intermittente, un maximum de 5 cm d'accumulation et un maximum de moins 1 degré Celsius au thermomètre. Et il y aura également de la poudrerie et des rafales de 50 km/h. Donc voilà, Lauriane. C'est ce qui conclut notre web journal d'aujourd'hui. Je vous rappelle que nous ferons relâche l'espace d'une semaine, mais je vous invite à nous suivre pour tout connaître sur les Jeux du Québec, sur les sites de RDS et de Sport Québec, où nous ferons un web journal quotidien en compagnie de nos collègues de production télévisuelle. Je vous invite aussi à lire le journal La Pige des Jeux du Québec qui sera inséré chaque jour dans le quotidien. L'équipe de Classe Radio assurera quant à elle une couverture radiophonique des résultats, sans oublier la collaboration de l'Agence Embryo. Revenez-nous pour notre web journal régulier dès le 11 mars. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et à bientôt. Au revoir.